la première fois de l'histoire, le ciel se transforme en champ de bataille. Au cours de la Première Guerre mondiale, des duels aériens sauvages entre des biplans en bois et en toile donnent naissance à une nouvelle race de soldats. Les pilotes de chasse. Dans les terres glacées, à une altitude de 15 000 pieds, ces pilotes farouches se battent jusqu'à la mort en exécutant des cabrioles vertigineuses. Aujourd'hui, grâce à des animations infographiques de pointe, c'est vous qui êtes aux commandes pour assister à l'invention de la guerre aérienne. Participez au duel, disséquez les tactiques et découvrez les as de la Première Guerre mondiale. Juin 1917, à 4500 mètres au-dessus de la Selve, dans l'Aisne. Seul un Albatros D3 chasse les avions de reconnaissance et d'observation de l'ennemi. Bravant le vent glacé qui souffle à 160 km/h, piquant le moindre morceau de peau exposé, un pilote explore les cieux. Âgé de 21 ans, ce pilote s'appelle Ernst Udet et il va devenir un des as allemands, se classant deuxième derrière Manfred von Richthofen, le célèbre baron rouge. Voilà un garçon qui, comme il l'a dit lui-même, n'avait pas la moindre appréhension à voler tout droit en direction d'un adversaire pour voir qui craquerait le premier. Peu après le début de sa mission, Udet repère quelque chose. De l'ouest, un petit point apparaît à toute vitesse. D'abord petit et noir, il grossit rapidement en s'approchant. Un Spad, un chasseur ennemi. Cet avion arbore en effet les marques, les couleurs et le nez écrasé typiques d'un Spad 7 français. L'adversaire se rapproche en ligne droite. À la même altitude, nous nous jetons l'un vers l'autre, nous évitant d'achever l'autre. Puis nous virons à gauche pour entamer un cercle. Udet tire sur son manche à balai pour actionner sa gouverne de direction. À la fois simple et sensible, les commandes mues par des câbles et des poulies entraînent le biplan dans un virage serré. Comme des boxeurs, les deux adversaires jaugent la défense de l'autre. Ils ne passeront à l'attaque qu'une fois évaluées les capacités de l'ennemi. Ce n'était pas la première passe qui donnait un aperçu de la qualité de l'adversaire, mais le premier virage. Les avantages technologiques des chasseurs de la Première Guerre ne s'exprimaient pas dans la trajectoire verticale, mais en virage. À quelle vitesse pouvait-on tourner? À quelle vitesse pouvait-on récupérer? Quelle altitude pouvait-on gagner en virage sans caler? L'Albatros D3 d'Ernst Udet est un chasseur maniable avec un bon taux de montée. Il surclasse tous les appareils alliés lorsqu'il apparaît sur le champ de bataille. En face, le Spad 7 français est robuste. Et grâce à son moteur V8 Hispano-Suiza, il atteint une vitesse de 191 km/h. Le Spad vole à une quinzaine de km/h de plus que l'Albatros, et il est plus efficace en piqué. Mais le D3 est plus maniable et son taux de montée est supérieur. Le hurlement du vent et le staccato du moteur Mercedes sont assourdissants. Ernst Udet vire à gauche pour s'approcher du Français. Il passe à ma hauteur, si près que le souffle de son hélice me secoue dans tous les sens. Et je le vois. Il y a écrit vieux, vieux Charles. C'est Guynemer. Effectivement, c'est l'as des as, Georges Guynemer. Il a déjà abattu 30 avions allemands, y compris celui d'un ami d'Ernst Udet, Eberhard Putz-Hennig. Pris de colère, Udet décide de venger la mort d'Hennig. Il va tenter une demi-boucle, une des premières manœuvres du combat aérien qui sera baptisée par la suite du nom de l'as allemand Max Himmelmann.
Ernst Udet va tirer sur le manche, prendre de l'altitude et finir par un demi-tonneau afin d'essayer de surprendre le Français en plongeant derrière lui. Udet redresse, se dévissant le cou pour garder Guynemer dans son champ de vision. Mais il découvre avec horreur que l'as français a parfaitement anticipé sa manœuvre, ce qui lui permet d'ouvrir le feu. Une grêle de métal crible mon aile droite et résonne en percutant les haubans de voilure. Udet réagit instinctivement, s'efforçant de ne pas paniquer et de reprendre l'initiative. Roulez au volant de votre voiture à 100 à l'heure sur l'autoroute. Passez la tête par la vitre et maintenant, imaginez que vous allez 2 fois plus vite. Imaginez qu'il fait 0 degré, que vous avez du mal à respirer, que le froid est mordant. Ajoutez à cela que vous êtes assis sur un réservoir de 90 litres d'essence. Voilà ce que ça faisait d'être à bord d'un chasseur de la Première Guerre. Udet effectue un virage serré, le rayon de braquage du détroit lui offrant un avantage. Et il parvient à se mettre juste derrière Guynemer pendant un bref instant. Je suis sûr qu'il pique en montrant les dents, le sang à la bouche pour tuer. J'appuie sur le bouton du manche. Les mitrailleuses restent silencieuses, enrayées. Ces bimitrailleuses sont enrayées. Un problème récurrent pour les premiers pilotes de chasse. L'enrayement est un gros problème car si on ne peut pas tirer sur l'ennemi, on devient une cible facile. Udet cogne sur l'arme désespérément pour la débloquer. Mais rien n'y fait. À ce moment-là, il constitue une cible de choix pour Guynemer. Il fait donc beaucoup plus de cercles très larges, de montées. En clair, il multiplie les manœuvres d'esquive. Udet et Guynemer virent à droite pour refaire une passe d'arme frontale. De la main gauche, Udet essaie toujours de débloquer la cartouche bloquée dans la mitrailleuse. Mais il est trop tard. Dos dessus, Georges Guynemer a vu et compris le problème de son adversaire. Maintenant, il sait dans quel état je me trouve. Il sait que je suis une proie sans défense. Udet effectue un nouveau virage à gauche. Le poste de pilotage n'est pas blindé, l'Allemand n'a pas de parachute, et quand on est abattu à une telle altitude, à l'époque, c'est la mort assurée. Aussi, quand Guynemer se retourne pour l'ultime passe frontale, Udet sait que tout est fini. Il me rase par en dessus en volant presque sur le dos. Et là, il me fait un signe de la main, délicatement. Puis il pique vers l'ouest en direction des lignes françaises. Je rentre. Je n'arrive pas à y croire. Chose incroyable, le Français a épargné l'Allemand. Certains affirment que l'arme de Guynemer était elle aussi enrayée. D'autres qu'il a eu peur que je le percute volontairement dans une manœuvre désespérée. Mais je n'en crois rien. Je pense aujourd'hui encore que la chevalerie de jadis existe encore. Les pilotes comme Ernst Udet et Georges Guynemer profitent des bons technologiques survenus lors des 3 premières années du conflit.
La Première Guerre mondiale a commencé 11 ans après le premier vol des frères Wright à Kitty Hawk. Au début du conflit, les avions n'étaient que des cerfs-volants améliorés, mus par ce qui aujourd'hui ne ferait même pas un bon moteur de moto. Les avions de chasse sont une évolution des avions de reconnaissance envoyés au-dessus de l'espace aérien ennemi pour repérer l'artillerie et les mouvements de troupes. Des appareils plus petits ont été conçus pour s'attaquer à ces avions de reconnaissance. Et l'élément clé pour ces missions, c'est la mitrailleuse de capot, qui a fait son apparition sur ces avions en 1915. Pour la première fois, on peut utiliser l'avion comme une plateforme. On pointe l'avion en direction d'une cible et on tire. C'est beaucoup plus précis que de tirer sur le côté ou vers l'arrière. L'ennemi envoie alors ses nouveaux avions protéger les appareils de reconnaissance. Et à l'hiver 1915, les combats aériens se multiplient dans les cieux de l'ouest de l'Europe. L'as allemand Werner Voss, passé maître dans cette nouvelle forme de combat, détient 48 victoires à l'automne 1917. Le 23 septembre de cette même année, aux commandes d'un prototype de triplan Fokker, Werner Voss se jette dans la bataille à l'aplomb du saillant d'Ypres, en Belgique. À une quinzaine de milles nautiques au sud-ouest, 6 SE-5 britanniques sont en patrouille au-dessus du front. Ils sont sur le point de tomber nez à nez avec l'Allemand. Celui-ci va alors précipiter son triplan contre le fleuron du Royal Flying Corps britannique, entamant ainsi un des combats aériens les plus célèbres de la Première Guerre mondiale. Pour l'heure, les 6 SE-5 britanniques, en patrouille au-dessus du front en Belgique, ne se doutent de rien. Ces avions forment l'escadrille B du Squadron 56. À leur tête, le capitaine James McCudden, l'as des as britanniques. L'escadrille B descend à travers une épaisse couche nuageuse, à 3000 mètres d'altitude. Sous les nuages, un air chaud et humide, surprenant pour la saison, s'engouffre dans les postes de pilotage. Ils cherchaient soit des chasseurs, soit des avions d'observation ennemis essayant de faire des photos de leur côté du front. Des tirs de DCA les menacent. Ces premiers canons antiaériens ne sont encore que des pièces d'artillerie de campagne modifiées pour tirer en l'air. McCudden repère bientôt un DFW, un biplace de reconnaissance allemand. Il se trouve en dessous et juste en face de l'escadrille B. McCudden pique pour opérer une attaque éclair. À une cinquantaine de mètres, il ouvre le feu avec sa mitrailleuse Lewis montée sur le plan supérieur de la voilure. Le moteur du DFW est touché et l'avion tombe comme une pierre. Mais lorsque l'escadrille B reprend de l'altitude, McCudden repère quelque chose dans le lointain. Nous avons vu devant nous, au-dessus de Paul Capel, un SE à moitié en vrille, avec juste derrière un triplan allemand argenté et bleu. Le bourreau du SE-5, c'est bien sûr l'as allemand Werner Voss. Il tire une rafale en direction de l'avion britannique. L'escadrille B ne peut qu'observer l'épaisse fumée noire qui se dégage du SE-5, tandis que Voss engage un deuxième pilote britannique. Apparemment sans effort, le triplan se redresse, puis bascule pour descendre derrière le SE-5. Sous les yeux du Squadron 56, le triplan a envoyé au tapis 2 SE-5 en un rien de temps.
le triplan de Voss est un prototype de Fokker. Bien que plus lent que la plupart des autres chasseurs, ses 3 ailes lui confèrent une maniabilité étonnante. Le Scout expérimental 5A, ou SE5A, mis en service en mai 1917, est facile à piloter et il dispose d'une plateforme de tir extrêmement stable. Ces 2 avions sont armés de 2 mitrailleuses, mais le SE5, avec une vitesse de pointe de 210 km/h, est plus rapide que le Fokker, tandis que ce dernier est plus maniable. L'escadrille B est désormais au-dessus de Voss et derrière lui dans une position d'attaque parfaite. James McCudden et Arthur Rhys-Davids dirigeront l'attaque. Keith Muspratt et Verskoil Cronin suivront. Et les 2 derniers éléments de l'escadrille resteront en couverture en altitude. McCudden donne le signal de l'attaque en agitant ses ailes. À ce moment-là commence un des combats les plus épiques de la Première Guerre mondiale. Nous avons piqué à une vitesse colossale. Je me suis placé à droite, Rhys-Davids à gauche, et nous sommes arrivés ensemble derrière le triplan allemand. Sûrs de leur coup, McCudden et Rhys-Davids ouvrent le feu. Mais Voss n'a rien d'une cible facile. Il a été formé au Dictabölke, les premières tactiques de combat aérien à avoir été codifiées en 1916 par l'as-allemand Oswald Bölke. Règle numéro 5, toujours faire face à l'attaque de l'ennemi pour le mettre sur la défensive. Voss va donc donner un grand coup de drapeau à droite pour faire un 360 degrés à son appareil. Cette manœuvre curieuse met à profit la maniabilité hors du commun du triplan. Le pilote allemand nous a vus et il a tourné avec une rapidité déconcertante. Pas en montant ni en demi-boucle, mais en faisant une sorte de demi-vrille à plat. Grâce à ses 3 ailes, un triplan dispose d'une portance exceptionnelle. Et c'est elle qui lui permet d'effectuer ce qu'on appelle une demi-vrille à plat. Les SE5 étant noyés sous les balles traçantes, McCudden et Rhys-Davids remontent à pic, exécutant une manœuvre qu'on appelle une chandelle. Mais l'appareil de Cronin se traîne. Son moteur a dératé et il passe en dessous de Voss. McCudden, Rhys-Davids et Muspratt sont ici, au-dessus de Voss. En dessous de la mêlée, Cronin est une cible facile pour l'as allemand. Voss fait demi-tour et attaque Cronin. En pétaradant, le moteur de ce dernier repart. Le Britannique se tourne alors face à Voss et ouvre le feu à une centaine de mètres. Voss interrompt son attaque, mais pas pour s'enfuir, même s'il se bat à 1 contre 4. Cronin joue le rôle d'une sorte de matador à ce moment de l'affrontement. Il décide de participer au combat et de rester devant Voss pour le distraire. Cronin est ballotté d'un côté à l'autre dans son poste de pilotage. Je ne sais pas combien de rafales de face j'ai essuyé avant de plonger en dessous de son avion, tandis que lui, pendant tout ce temps, il me perforait de balles. Bon sang, pourquoi les autres n'attaquaient-ils pas? Pensaient-ils que je faisais de l'épate? Au-dessus du combat, McCudden vole en cercle en attendant une ouverture. Il attend que Voss baisse sa garde pour plonger et attaquer dans son dos. Et quand Voss se jette à nouveau sur Cronin, McCudden plonge. Il ouvre le feu avec sa mitrailleuse Vickers. Mais en un clin d'œil, Voss fait demi-tour et riposte avec ses 2 mitrailleuses Spandau.
McCudden repart à toute vitesse et monte en chandelle. Foss fait preuve d'un grand courage, bien que luttant à 1 contre 4. Dans un combat de groupe comme celui-ci, seul contre 4, le mieux c'est d'être au milieu de tous les autres. Ils vous tournent autour, ils essaient de manœuvrer, mais ils doivent veiller à ne pas se tirer dessus et à ne pas se rentrer dedans. Mais déterminé, McCudden pique à nouveau. À peine ses mitrailleuses se sont-elles mises à cracher que Foss redresse pour contre-attaquer. Les balles lacèrent le SE-5, déchirant le tissu et les longerons principaux en bois. Aux commandes de son Fokker, Foss semble invincible. Les avions de cette époque étaient des créatures des airs. On sentait chaque action qu'on exerçait sur les commandes qui étaient reliées par câble aux ailerons et aux gouvernes de direction et de profondeur. Ça n'avait rien à voir avec les avions à commande électrique d'aujourd'hui, où on manipule un joystick d'1 millimètre pour déplacer fortement les gouvernes. La maestria avec laquelle Foss pilote son triplan lui permet finalement de venir à bout de Cronin, dont le SE-5 a beaucoup souffert. Finalement, il s'est trop approché de moi et j'ai dû recourir en désespoir de cause à la bonne vieille méthode pour se débarrasser d'un poursuivant. Il lance son avion dans ce qui ressemble à une vrille, presque comme si son appareil ne répondait plus. Il tournoie comme une feuille morte et Foss, qui se fait avoir, le laisse partir. Foss s'est déjà débarrassé de 3 SE-5 et a touché tous les Britanniques qui se sont approchés de lui. Mais désormais, ce sont 3 appareils du Squadron 56 qui se jettent dans la mêlée. Un trio de pilotes d'exception, tous des as, cerne Werner Foss. Maniable et léger, le triplan pourrait facilement prendre de l'altitude et s'enfuir. Mais son pilote savoure le frisson du combat. L'as allemand se couvrira de gloire ou tombera sous les balles britanniques. Il enchaîne les manœuvres les plus téméraires. Et au milieu d'une mêlée terrible, il parvient à tenir la dragée haute à pas moins de 6 as britanniques. Foss excelle, démontrant avec talent l'efficacité redoutable de son prototype de triplan. Sa capacité à manier le manche, à piloter de manière disciplinée au combat et à conserver, pas son calme mais son sang-froid dans une situation très stressante, en ferait un des meilleurs pilotes d'aujourd'hui. Richard Mayberry fond à son tour sur Werner Foss. Il pique droit sur la queue du Fokker. Foss fait un virage serré sur la droite dans le plan horizontal pour décramponner Mayberry. Mais ce dernier s'accroche. À ce moment du combat, les choses deviennent très compliquées et très confuses. Un albatros se joint à la bagarre, ce qui, numériquement parlant, ne peut qu'aider Foss considérablement. En effet, surgi de nulle part, un albatros D3 se cale dans la queue de Mayberry. Le Britannique monte en chandelle pour s'en débarrasser, mais le pilote allemand lui donne la chasse. Pire encore, Foss suit également. James McCudden et Arthur Rhys-Davids, qui se trouvent à proximité, se lancent alors aux trousses des Allemands. Pendant quelques instants, la bagarre se transforme en petit train mortel.
Les Allemands sont pris en sandwich entre les Britanniques jusqu'à ce que l'Albatros redresse, monte en chandelle et redescende derrière McCudden et Rhys-Davids. L'Allemand tire d'un coup sec sur le manche. La boucle violente lui permet d'arriver juste dans la queue du dernier Britannique. Malheureusement pour Rhys-Davids, le pilote de l'Albatros décide de vider ses chargeurs sur lui. Mais Rhys-Davids continue de se battre même avec l'Albatros sur ses talons. En tête de file, Richard Mayberry décide de faire un looping pour se retrouver derrière l'Albatros au nez rouge. Il tire sur son manche, lançant son SE5 dans une manœuvre acrobatique. Et il tire à bout portant. Touché, l'Albatros tombe comme une pierre. Foss se retrouve à nouveau seul. Il monte en chandelle, s'éloignant des SE5 au taux de montée moins performant. Il observe les avions qui tournent en cercle au-dessous de lui. Il pourrait facilement s'en aller, mais il aimerait bien s'adjuger quelques victoires supplémentaires. Je pense qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Il voulait inscrire une 49e, une 50e victoire et peut-être d'autres pour réduire son retard sur son ami et rival Manfred von Richthofen. Foss replonge donc dans la mêlée. Il ouvre le feu avec ses mitrailleuses Spandau sur le SE5 le plus proche. Son moteur tout sautant, le Britannique pique pour se désengager. Le combat fait rage au-dessus d'un no man's land. Foss pilote son Fokker à la perfection, essayant de cribler de balles chaque SE5 qui vient s'en prendre à lui. Mais cela ne suffit pas. Le problème de Foss, c'est qu'il n'a jamais réussi à mettre suffisamment d'avions hors de combat pour prendre l'avantage. Toutes les balles qu'il a logées dans ses appareils ne lui ont pas permis de faire couler le sang. Pour les Britanniques, Foss semble invulnérable. Le triplan continuait de tourner au milieu des 6 SE, qui lui tiraient dessus dès qu'il pouvait. À un moment, j'ai vu que l'Allemand était au sommet d'un cône de balles traçantes provenant d'au moins 5 avions simultanément, chacun disposant de 2 mitrailleuses. Les Britanniques sont sidérés par l'habileté et la ténacité de leur adversaire. Mais la chance de l'Allemand va bientôt l'abandonner. Werner Voss est là et James McCudden est ici. Ils vont se croiser face à face à toute vitesse. Mais l'Allemand n'a pas vu un autre SE5 arrivant de côté. Ce dernier a remarqué la passe frontale qui s'annonce. Et il ouvre le feu. Les balles transpercent le poste de pilotage et de fuselage. Voss continue de voler, mais pour la première fois, il n'essaie pas d'esquiver. Puis, Arthur Rhys-Davids pique derrière l'Allemand. Il vide les chargeurs de sa Vickers sur sa cible. Voss ne tente presque rien pour éviter la grêle mortelle. Compte tenu de la façon dont il s'était comporté et de la férocité de ses manœuvres, on peut conclure qu'il était blessé et avait du mal à rester conscient. Rhys-Davids ouvre à nouveau le feu. Puis, il redresse. James McCudden est le seul pilote à assister aux derniers instants de Werner Voss.
Lorsque je l'ai revu, il volait très bas. Je l'ai vu plonger presque à pic, donc j'ai continué de regarder. Puis j'ai vu le triplan percuter le sol et disparaître en un millier de fragments. J'ai eu l'impression qu'il était réduit en poudre. Après une dizaine de minutes d'un combat acharné, Werner Voss est mort. Il avait 20 ans. L'as allemand a touché chacun des avions qui l'ont attaqué, mais tous parviennent à rentrer à leur base. Aussi longtemps que je vivrai, jamais mon admiration pour ce garçon ne faiblira. Son pilotage était merveilleux, sa bravoure magnifique. Selon moi, c'est le pilote allemand le plus courageux que j'ai eu le privilège de voir se battre. Les pilotes et les avions du Kaiser sont toujours à la pointe de la tactique et de la technologie. Ils constituent un adversaire exceptionnel pour les Américains qui investissent le ciel de France en 1918. Le Air Service de l'armée de terre des États-Unis est équipé et entraîné par les Français. Si certains de ces Américains ont volé au sein de l'escadrille Lafayette pendant le conflit, la plupart n'ont aucune expérience au combat et vont avoir droit à un baptême du feu en bonne et due forme. Marne-la-Tour, en Meurthe-et-Moselle, le 14 septembre 1918. Dans une formation de 6 PAD 13, Raymond Brooks est en patrouille sur le front ouest. Bientôt, les Américains repèrent 3 formations de Fokker D-7. Ils s'approchent. Instinctivement, Brooks regarde derrière lui et découvre une autre formation de 12 Fokker ennemis. Je les ai vus au moment où ils s'approchaient de nous. Et je n'ai pas eu le temps de prévenir notre chef de patrouille autrement qu'en piquant, en prenant de la vitesse et en tournant à droite, au-dessus de lui, pour me retourner contre les Fokker. Mais cette manœuvre sépare Brooks de son escadrille. 4 appareils allemands poursuivent leur route pour s'en prendre au SPAD pendant que les 8 autres s'attaquent à l'Américain esselé. Le ciel devient alors le théâtre d'une lutte à mort. Sans le savoir, Raymond Brooks vient d'entamer le plus grand combat aérien de toute sa carrière. Très vite, il est cerné par les 8 Fokker D-7. J'avais peur, mais malgré la tension et le fait que je criais aussi fort que je pouvais, je calculais, ce que je devais certainement à mon entraînement, que je devais abattre autant d'ennemis que possible avant que n'arrive l'inévitable. Qui plus est, le Fokker D-7 est un adversaire redoutable. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que le Fokker D-7 a été le meilleur chasseur de la Première Guerre mondiale. Son aile épaisse lui permettait de manœuvrer très rapidement. Avec son moteur Hispano-Suiza 8BC de 220 chevaux qui lui confère une vitesse de pointe de 220 km/h, le SPAD 13 de Brooks est robuste, mais il souffre de problèmes mécaniques. Les 2 appareils disposent de 2 mitrailleuses de capot. Le SPAD est plus rapide et plus performant en piqué, mais le Fokker D-7 est plus maniable en virage. Brooks enchaîne les manœuvres d'esquive violentes, dérapage, looping et piqué pour empêcher les Fokker de pouvoir le viser correctement. Dans le feu de l'action, Brooks alternait probablement entre la panique et la froideur du désespoir. Son esprit se concentrait sur plusieurs choses à la fois. L'adrénaline coule à flot tandis que le jeune Américain se débat au milieu d'une nuée d'avions.
Soudain, un Fokker pique dans sa direction pour une passe frontale. Pour économiser son carburant et ses munitions, Brooks décide purement et simplement de percuter son assaillant. Ça ressemblait vraiment à un baroud d'honneur. Il ne savait pas quels dégâts il allait infliger à son avion. Mais juste avant l'impact, l'Allemand se détourne et continue de plonger. Brooks change complètement de trajectoire. Pour survivre, il doit le faire sans cesse. Un autre Fokker se précipite aussitôt droit sur lui. Les deux avions se croisent à toute vitesse. Je me tournai immédiatement vers un autre, me disant qu'une bonne attaque était la meilleure des défenses. Brooks est ici et un Fokker lui tire dessus de là-haut. Face à autant d'adversaires, Brooks doit ouvrir le feu dès qu'il en a la possibilité. Lorsque l'Allemand va piquer vers lui, Brooks va déraper à l'écart de la trajectoire des balles, puis dès que le Fokker sera en dessous de lui, il piquera vers son adversaire pour le viser. L'Allemand fond sur Brooks. Ce dernier tire violemment sur le manche et le Spad bondit vers le ciel. J'ai juste eu le temps de basculer pour voir son visage avant de tirer des incendiaires. Et il a pris feu. Il n'avait qu'à couper la trajectoire, sans ralentir ni se mettre dans la ligne de mire et à tirer. C'est une manœuvre remarquable. Les deux Vickers de calibre 7,65 dévastent le Fokker. Un de moins, mais il en reste 7. Brooks en repère un à 2 heures qui s'apprête à l'attaquer. Du coin de l'œil, il s'aperçoit, et ça ne lui prend qu'une fraction de seconde, que les conditions sont réunies pour qu'il fasse mouche. Brooks vire à droite et crible le Fokker de balles. Et de 2. Mais abattre cet Allemand va peut-être tourner au désavantage de l'Américain. Avoir été encerclé m'avait sauvé jusque-là. La plupart du temps, les Allemands ne pouvaient pas tirer sans se gêner les uns les autres, ou sans risquer de voir un des leurs traverser la ligne de tir. Les Allemands viennent de voir 2 de leurs camarades aller au tapis. Ils sont en colère et deviennent plus agressifs. Ils se disent qu'ils vont en finir avec ce salaud. Les 6 autres Fokker tournent tout autour comme des guêpes en colère, bien déterminés à abattre le Spad. Mais pour l'heure, malgré les attaques incessantes, le jeune pilote américain continue de faire des merveilles. Les Allemands s'approchent pour la curer et Raymond Brooks doit plus que jamais s'efforcer d'être toujours en mouvement pour ne pas leur servir de cible. Généralement, quand on est en infériorité numérique, on change tout le temps d'adversaire. Des rubans de munitions traçantes blanches passaient souvent entre mes 2 ailes, si près que si j'avais tendu la main, le flot de balles l'aurait arraché. Brooks remonte pour échapper à une nouvelle attaque. Mais lorsqu'il s'apprête à se retourner, son moteur se met à avoir des ratés et son hélice a tourné au ralenti. Il n'y a plus de carburant dans le réservoir principal.
L'Américain passe donc sur le réservoir auxiliaire logé dans la partie centrale de l'aile supérieure. J'ai regardé la pale et instinctivement, j'ai plongé au moment où une rafale ennemie me rasait le front, explosant mon pare-brise et ricochant sur ma mitrailleuse de droite, la rendant inutilisable, sauf pour le tir au coup par coup. Il est au paroxysme de la tension, de l'inquiétude et de la peur. Dans ces moments-là, on n'a pas le temps de réfléchir, car il se passe trop de choses en même temps. Donc, on réagit en faisant appel à son entraînement. Brooks parvient à faire redémarrer son moteur. Et en piquant pour reprendre de la vitesse, il a de la chance. 2 autres avions Bosch en pleine préparation tactique se retrouvaient dans ma seule et unique ligne de mire. Brooks tire. Des balles incendiaires chauffées à blanc, des munitions toutes nouvelles conçues pour mettre le feu à l'avion adverse, transpercent les Fokkers. J'attirais encore trop l'attention à mon goût, et je me disais que j'étais encore plus en danger maintenant que quand ils étaient tous autour, car les Allemands risquaient de moins en moins de se gêner. Brooks décide donc d'exploiter le seul avantage de son Spad 13 sur les Fokker D7, sa vitesse en piqué. En piqué, ses 220 chevaux lui permettent de prendre de vitesse les D7. Il gigote pendant que les balles traçantes allemandes lui sifflent aux oreilles. Il sait que si quelqu'un derrière lui tire dessus, il se fera toucher s'il vole en palier. C'est pour ça qu'il dérape. Il doit être imprévisible pour échapper aux balles. Et finalement, les Allemands renoncent à la poursuite. Le combat éreintant est terminé. Je ne sais pas comment je m'en suis tiré. Un projectile incendiaire a fait long feu, coincé dans le longeron principal de mon aile supérieure. Et 5 balles ont transpercé mon fuselage à 10 cm de mon dos. Mon pauvre Spad était criblé de trous. Il fallait le réparer. Au cœur de l'action, Brooks a combattu 8 Fokker D7, le chasseur le plus performant de son temps. Et il en a abattu 4. C'est une prouesse exceptionnelle. Mais en vertu des règles d'alors, Brooks ne se voit crédité que de 2 victoires. La Première Guerre mondiale s'achève moins d'1 mois après ce combat épique. Les 4 années du conflit ont permis à l'aviation de faire des progrès considérables. On estime que les connaissances mécaniques, techniques et opérationnelles acquises au cours de ces 4 années correspondent à celles de 15 ou 20 ans d'études en temps de paix. À la fin de la guerre, les avions avaient une puissance de plus de 200 chevaux, une cellule en aluminium, alors qu'avant les appareils étaient entièrement en bois, et des moteurs turbo. Quant aux pilotes, ils disposaient de parachutes et de masques à oxygène. Que ça plaise ou non, en temps de guerre, la nécessité fait progresser la technologie. Les pilotes de chasse d'aujourd'hui volent à bord d'appareils bourrés d'électronique et dotés d'armes incroyables qui tirent au-delà de l'horizon. Mais ces guerriers des temps modernes sont redevables à leurs prédécesseurs qui étaient installés dans un poste de pilotage battu par le vent et affrontaient l'ennemi les yeux dans les yeux. Les véritables inventeurs du combat aérien.